Le plaisir, je l'espère, mesdames et messieurs, est partagé de vous retrouver encore ce dimanche. Info 7 donne encore ce dimanche la parole à un Congolais de l'étranger parce qu'on dit que la diaspora, en tout cas, contribue au développement de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'ils ne s'en cachent pas eux-mêmes. Aujourd'hui, je reçois donc Serge Ouello, qui est de la diaspora. Très heureuse de vous recevoir. Merci, madame Kimoto. Voilà, cette notion de diaspora, j'y reviens. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est de la diaspora? Parce que je crois que si, par exemple, un exemple pratique, Serge Ouello, si quelqu'un fait, par exemple, 6 mois à Kinshasa, est-il encore de la diaspora? Quand est-ce qu'on est de la diaspora? Quand on détient un document qui atteste que vous habitez ailleurs que la République démocratique du Congo, c'est quoi? Quand est-ce qu'on est quelqu'un de la diaspora? On est Congolais de l'étranger, surtout diaspora, si vous avez une adresse, une résidence permanente à l'extérieur du pays. Quelqu'un peut venir ici pour une telle raison, peut-être pour dédouaner sa voiture, pour un petit projet ponctuel, mais il garde sa résidence à l'étranger. Par exemple, sa femme, son épouse et ses enfants, ses dépendants vivent à l'étranger. Donc, il peut venir ici pour un projet, mais il reste diaspora. D'ailleurs, je pense que ceux qui viennent ici, ils sont les mieux outillés. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les enjeux, les difficultés d'intégration dans leur pays d'accueil respectif et les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils viennent ici pour, par exemple, investir pour un projet ponctuel. Donc, je pense que être diaspora, cela ne veut, Congolais de l'étranger, cela ne veut pas forcément dire, même si quelqu'un veut venir ici. Même s'il a fait 5 ans, 10 ans, non, mais qu'il a une résidence, non, quand même. Ça dépasse. Si quelqu'un fait 5 ans, il n'est plus diaspora. Mais par année, par exemple, pour une année, si quelqu'un vient ici pour 4 mois, mais pour un but, pour un projet, et 8 mois à l'étranger, il détient toujours sa résidence à l'étranger, ses enfants, son épouse, ses dépendants, hein, ses revenus sont à l'étranger, là, il peut plus se prévaloir comme Congolais de l'étranger. Par exemple, quand je suis venu ici en 2011, j'ai été élu député national, j'ai siégé pendant 3 mois et demi, et quand la Cour suprême a eu la décision de m'invalider arbitrairement selon l'Union interparlementaire, je suis retourné là où je vivais en Angleterre et au Canada. Alors, quand je viens ici, par exemple, c'est pour des rendez-vous ponctuels, parce que je représente les 32 députés arbitrairement invalidés. Nous avons eu gain de cause au niveau de l'Union interparlementaire, qui est les Nations Unies du Parlement, madame. Alors, à chaque fois, je viens ici pour une mission, échanger avec le bureau de l'Assemblée nationale, aussi entretenir avec ma base, hein. Et vous rêvez toujours de repostuler pour... non, je suis candidat. Je suis candidat député national et provincial parce que, vous savez, quand j'ai été écarté injustement de l'Assemblée nationale, ma base, aujourd'hui, je bénéficie de la compassion. Les mamans de Kingabo, de Limité et de Toumouamba se disent, fils, revenez, nous allons prouver à ces gens-là que vous avez été réellement élus. Voilà. Nous entrons maintenant de plein pied dans la rétrospective proprement dite, mesdames et messieurs. Nous prenons le premier condensé qui est en tout cas lié au dialogue. Le dialogue, comme vous le savez, suscite vraiment beaucoup d'encre de salive. Nous allons prendre le projet d'accord du dialogue. Nous allons parler de la restitution du conclave de rassemblement. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, le rassemblement s'est réuni, a tenu son conclave et donc nous allons parler. Nous allons parler encore de la rencontre de la SADC. Comme vous le savez, il y avait une mission de ce regroupement pan-africain ici en RDC par rapport au dialogue pour essayer de trouver des pistes de solutions pour essayer de dégeler le dialogue et évidemment la rencontre de la SADC avec la majorité et l'opposition. Donc, plus de détails dans ce premier condensé. C'est Sanga face aux cadres fédéraux de son parti afin d'expliquer les différentes options levées par le conclave de rassemblement le 4 octobre dernier. Parmi elles, une seule semble à la fois susciter l'intérêt et l'inquiétude. Il s'agit du régime spécial. De manière pédagogique, Délice Sanga va d'abord donner la définition de ce concept. Le régime spécial, c'est ce régime lorsque les institutions étant sorties du fonctionnement régulier de la Constitution, le peuple récupère ses pouvoirs originaires pour corriger.
Pour ces juristes, ce régime spécial vient répondre à une crise qui n'a d'autre solution que l'activation de l'article 64. Autrement dit, quelle est la situation aujourd'hui? La situation, c'est qu'il n'y a aucune institution qui a une légitimité au 19, à part l'Assemblée nationale, dont la légitimité va s'épuiser en février. Donc il n'y a plus une institution qui est légalement investie, qui est politiquement investie du pouvoir pour engager le pays dans un certain sens. Le choix qui reste, c'est que le peuple sorte dans la rue et se réapproprie le pouvoir pour faire échec à ceux qui seront en train d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. À ces députés nationaux de balayer d'un revers de la main l'arrêt de la Cour constitutionnelle autour de l'article 70 de la Constitution. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas dit ne convoquez pas l'élection présidentielle. Si l'arrêt de la Cour constitutionnelle avait dit ça, pourquoi ils sont allés encore saisir la Cour constitutionnelle pour maintenant obtenir que la Cour constitutionnelle leur dise vous pouvez reporter l'élection? Les cadres de cette formation politique se sont dit éclairés sur cette question, mais également sur tant d'autres définissant la ligne actuelle du rassemblement. Ce regroupement politique qui ne jure que par ce qu'il qualifie de vrai dialogue. Parti pour durer 15 jours, le dialogue politique RD congolais commençait à ressembler à la procédure de désignation du pape qui se tire en longueur sans que l'on aperçoive la fumée blanche. Près de 50 jours après, les différentes parties semblent tomber d'accord sur un certain nombre de points. D'abord, s'agissant de la réforme du fichier électoral. Elle reste totale et va se dérouler conformément aux prévisions de la CENI, c'est-à-dire 16 mois plus 1 jour. Selon nos sources, l'accord, s'il est signé, va demander le démarrage du dépôt des candidatures pour la première séquence des élections, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales, pour le 30 octobre 2017. La CENI aura juste après 6 mois pour organiser les scrutins. L'accord aurait également prévu le réaménagement de la CENI avec le départ de tous les délégués de l'opposition. Quant au gouvernement, sa mise en place doit intervenir 21 jours à dater de la signature du dit accord, nous renseigne-t-on par la même source, et la primature revient à l'opposition signataire de l'accord. Du président de la République et des autres institutions, il reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Il est également prévu un comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions de l'accord, composé des personnalités de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Sauf changement de dernière minute, la cérémonie relative à la signature de cet accord est prévue le lundi prochain à la Cité de l'Union africaine. La SADC serait-elle venue au chevet du facilitateur? En tout cas, ses émissaires à Kinshasa multiplient des rencontres avec les différentes forces politiques et sociales de la RDC. C'est le cas ici avec l'opposition participant au dialogue. Nos voisins et les membres de la région à laquelle nous appartenons sont venus à la rescousse de la RDC pour essentiellement encourager ceux qui ont choisi la voie de la résolution de la crise congolaise par le dialogue, de persévérer et de conclure l'accord politique qui sera une base solide pour la démocratisation de notre pays et la pacification. Mais pour arriver à un accord, 2 points font encore l'objet d'un blocage, comme l'assure ici Sami Badibanga. Notamment la gestion de la période intérimaire, la question concernant l'impossibilité d'avoir un référendum ou un changement ou sinon une révision de la Constitution. Voilà, il y a quelques points sur lesquels il faut avoir des discussions franches et sérieuses pour pouvoir reprendre ce capital politique et permettre à toute la population d'accepter cet accord. Vital Kamerhe dit avoir mis ce moment à profit pour présenter à ses envoyés spéciaux de la SADC les avancées déjà enregistrées. Quant à ceux qui le récusent, le président national de l'UNC et co-modérateur du dialogue les invite à la tolérance, mais implore également leur pardon. De la fin du dialogue, cette opposition préfère plutôt appeler à la patience des uns et des autres pour un meilleur résultat dans l'intérêt du peuple congolais, a-t-elle conclu. Conduite par Aubin Minakou, cette délégation de la majorité présidentielle a échangé avec ses délégués de la SADC autour de 2 points. Nous les avons rassurés du fait que le dialogue national inclusif va prendre fin cette semaine parce que nous, de la majorité, nous avons suffisamment travaillé, nous avons fait des concessions majeures
afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir. C'est ce qui sera fait cette semaine. Donc nous avons rassuré et je suis heureux de constater qu'ils souhaitent effectivement que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Deuxièmement, nous avons échangé sur les fameuses dates du 19 et 20 septembre dernier. Et à ce propos, nous avons tenu à leur expliquer la chronologie des faits. Le secrétaire général de la majorité se veut confiant quant à l'inclusivité du dialogue plaidé par certains. L'accord tel qu'il est libellé jusque-là prévoit une ouverture, comme les conventions internationales. Ça signifie que nous allons adopter des résolutions pertinentes, importantes pour l'unité de la République, pour le règne de la démocratie, une bonne démocratie, pour l'organisation des élections, dans un délai respectable pour tous. Mais puisque ces résolutions sont pertinentes, sont utiles pour la République, nous avons prévu une clause d'ouverture. Ça signifie tout parti politique qui n'a pas pris part aux travaux du dialogue, tout regroupement politique, mais qui souhaite s'insérer dans le schéma du dialogue, peut adhérer à l'accord. S'agissant de la prochaine réunion de la CIRGL prévue le 26 octobre prochain à Luanda, Minaku invite la population congolaise à ne pas céder à la panique. Je reviens à vous, Serge Hello. Vous avez vu, vous avez entendu, je crois, le représentant côté majorité, Aubin Minaku, qui a dit qu'on ouvre une incise quand même pour ceux qui n'ont pas participé, comme les rassemblements, qui n'ont pas participé à ce dialogue, de quand même venir. Et la question que je vous pose, pourquoi les rassemblements n'a pas voulu venir au dialogue et pourtant on vous tend la main jusqu'à aujourd'hui, on vous supplie même, si je peux me permettre l'expression, de venir à ces dialogues pour trouver des pistes, des solutions pour éviter le chaos dans ce pays? Écoutez, madame, moi j'ai fait partie des délégués de la diaspora lors du conclave des forces politiques, de l'opposition et des forces sociales à Genval. On est sorti, au-delà, nous avons accepté le dialogue. Mais nous avions présenté nos préalables, les conditions, madame. Ça prend quoi? Quels sont ces préalables que la majorité n'a pas Nous avons demandé la libération de nos camarades. Madame, souvenez-vous de l'histoire de l'indépendance de notre pays. Au niveau du rassemblement, nous nous sommes dit, on ne peut pas aller à ce dialogue sans nos collègues. Il y a l'honorable Diomi Ndongala, M. Mouyambo. Il faut qu'il y ait cessation de poursuite contre M. Moïse Katumbi, qui est aussi membre du rassemblement. Nous nous sommes dit, faisons comme nos pères de l'indépendance avaient fait. Ils se sont dit, on ne commence pas les travaux de la conférence de la table ronde de Bruxelles sans que Lumumba soit libéré. On était d'accord, on est juste fidèles par rapport à ce que nous avons eu à s'entendre au niveau de Bruxelles. Donc il n'y a pas de la mer à boire. Moi je vous dis que le pouvoir en place veut une chose et son contraire, madame. Donc pour nous, nous gardons notre position. Mais le dialogue, c'est une des vertus cardinales de la démocratie. Nous sommes des démocrates. Mais nous pensons que la balle se trouve au niveau de la majorité qui jusque-là nous démontre qu'il veut une chose. Vous voyez que le dialogue est en train d'atterrir. D'ailleurs, Élisée Ozela si bien dit par rapport au projet d'accord. Hein, donc, le projet d'accord est presque là. Il ne reste plus que les signatures. Cette fois-ci, vous allez encore rater le train qui est déjà en marche. Ça y est, il y a déjà la primature qui est accordée à l'opposition. Après, il y aura, on accordera 21 jours pour former ce gouvernement. Voilà, il y aura un comité de suivi. Tout est déjà fait et vous allez encore rater cette fois-ci, comme à chaque fois, on reproche à M. Étienne Tshisekedi de rater les grandes occasions pour la République. Écoutez, Madame Kimuntu, on peut tromper le monde, on ne peut jamais tromper sa conscience. Je sais que la majorité au pouvoir est conscient que cette opposition qui se trouve au Kanchachi là-bas, c'est la cité de l'OU. Hein. Évitez de faire confondre la population. C'est la cité de l'OU. Hein. Je suis assez nostalgique. Hein. Donc, c'est à la cité de l'UA. De l'UA. La cité de l'Union africaine. Cette opposition n'est pas honnête par rapport à elle-même. Et la majorité, quoi qu'ils font des sorties médiatiques, comme vous avez vu là,
Mais s'il y avait inclusivité dans ce dialogue, si la vraie opposition, parce que je parle la plus grande plateforme de l'opposition, c'est le rassemblement. S'il était là, si M. Tshisekedi, si Serge Ouello, Fayoulou, Jean-Claude Vouemba, Franck Diongo, s'ils étaient là, pensiez-vous, madame, que le 19 et le 20, la population congolaise allait sortir dans les rues pour donner un préavis à M. Kabila? Je dis non, et ils en sont conscients. Voilà pourquoi, même au niveau de la diaspora, on a ouï dire qu'il y a 5 délégués de la diaspora sur les 280 délégués de ces conclaves. Je suis estomaqué et je profite parce que moi, en tant qu'un des leaders de la diaspora congolaise, de dénoncer une chose. Je faisais partie d'une réunion de la société civile où le vice-ministre du Congolais de l'étranger était invité. J'étais choqué des propos du vice-ministre du Congolais de l'étranger qui, devant Monseigneur Milenge, qui est une des autorités morales de la société civile, avait dit que la liste des délégués de la diaspora sera soumise au tri de l'ANER et des services de la présidence. Vous voyez comment on irrite les gens pendant que nous travaillons de manière à confectionner cette facture entre le Congolais de l'étranger et les institutions de la République. Des tels propos, je trouve ça des propos irresponsables pour un responsable, le ministre des tutelles des Congolais de l'étranger. Et voilà pourquoi les résolutions, cet accord politique qui sera issu de ce dialogue, ne va ni concerner les Congolais de l'étranger et l'ensemble de la population congolaise tout entière, parce que il n'y a pas représentativité, il n'y a pas pour vous, ce dialogue n'est pas inclusif. Hein. Ça ne nous concerne pas. Et les résolutions de ces dialogues ne vont pas nous impressionner dans la mesure où, même s'il sortait un gouvernement, aujourd'hui, un gouvernement qui va faire 2 mois. Vous êtes assez sûr de vous. Pourquoi 2 mois et pourquoi? Parce qu'on sait déjà que les élections sont probables vers avril 2018. Donc ce gouvernement sera là pour préparer les élections Madame de 2018. Pourquoi 2 mois? Parce que arrivé au 20 décembre 2016, le président Kabila et son gouvernement n'engagent plus la République démocratique du Congo. J'assume la paternité de mon propos. Et c'est par rapport au régime spécial. Denis Sangala dit, comme toutes les institutions seront illégitimes, donc le peuple doit récupérer son pouvoir. Mais ce régime spécial, est-ce qu'il n'y a pas, son contour est flou, qui va diriger, qui va être le président, qui va être le premier ministre? C'est quoi ce régime spécial? Madame, qui sont ces gens-là qui élisent le chef de l'État? C'est le peuple. Cette constitution, plutôt, madame, ça a été soumis au référendum pour que le peuple accepte ou refuse. Le peuple a accepté. Et ce même peuple aussi a accepté l'article 64, alinéa 1 de cette constitution. Nous pensons, parce que lorsqu'on parle du régime spécial, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui veulent mal l'interpréter pour dire que l'opposition, le rassemblement, est en train de pousser les gens à la révolte. Non, c'est juste le respect de l'article 64 qui dit que tout citoyen a le devoir de barrer la route à ceux-là qui veulent diriger de manière anticonstitutionnelle. Alors, nous pensons que c'est à ce peuple d'avoir les derniers mots, madame. Pourquoi ? Nous avons peur. Mais ce peuple-là va prendre... Il y a un mécanisme pour accéder aux fonctions de chef de l'État, ce sont les élections. Mais à ce régime spécial, comment ça va se passer? Vous n'allez pas vous mettre dans la rue et demander au peuple de... Voilà la raison pour laquelle, madame, voilà la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un vrai dialogue, un dialogue réellement inclusif où tout le monde va parler, tout le monde va échanger librement, un dialogue franc. Pourquoi? Vous avez suivi les propos de la SADC, la SADC soutient ce dialoge, non? Madame, la SADC ne pouvait que soutenir ce dialogue parce qu'il y a un de leurs confrères africains qui est là, M. Kodjo, mais M. Kodjo, tout le monde le sait, il est dépassé. Je ne suis pas afro-pessimiste, mais je dis, ça m'écoeure de voir l'Afrique, les Africains. Normalement, M. Kodjo, avec tout ce qu'il a vu, les morts qu'il a vus, la police a tiré sur les militants pacifiques non armés, lors d'une marche autorisée, et M. Kodjo continue à tenir avec ce dialogue, il faut être africain pour faire ça. Voilà pourquoi même le soutien de la SADC ne nous impressionne pas. Nous avons une position. Nous avons d'ailleurs peur. Nous voulons un vrai dialogue. Pourquoi? Parce que, vous savez, normalement, madame, dans des situations de turbulence politique comme ça, je ne pousse pas, je ne dis pas que je soutiens cela, mais normalement, l'armée
pourra profiter pour jouer son rôle du dernier rempart et du dernier recours de la nation. C'est-à-dire, l'armée pourra... Madame, on a peur, parce que l'armée aussi peut profiter de la situation et pour barrer la route à ces individus. Comme l'a fait Mobutu en 1965. Barrer la route, madame. Quand les politiques ne se sont pas mis d'accord en 1965. L'armée pourra profiter de cette situation de turbulence pour barrer la route aussi à ceux-là qui veulent se maintenir au pouvoir par défi ou par force, et ceux au-delà des mandats constitutionnels leur dévolus par la loi fondamentale de l'État. Et j'ai peur que cette armée qui, normalement l'armée c'est le garant, c'est la politique, mais c'est le garant de l'ordre républicain. Et l'armée détient aussi le monopole, de par son statut particulier, l'armée détient le monopole de rétablir l'équilibre. C'est d'ailleurs ici que la notion d'armée républicaine revêt tout son sens, son essence, voire même sa noblesse. Voilà pourquoi nous demandons qu'il est temps que nous nous mettions réellement autour d'une table pour un vrai dialogue inclusif. Si cela ne se fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une certaine peur dans l'opinion par rapport à la date du 19 décembre. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais mettez quand même de l'eau dans votre... Parce que ce sont les Congolais qui tombent. Et je prends, il y a des gens qui disent d'ailleurs, ce ne sont pas vos enfants qui meurent, ce sont les enfants des autres qui meurent. Vos enfants sont à l'étranger. Vous êtes de la diaspora, donc femmes et enfants sont à l'étranger. Vous demandez aux enfants des autres de sortir dans la rue et c'est eux qui meurent. Alors, pourquoi ne pas mettre un peu d'eau dans votre vin et aller ensemble? On est tous Congolais, mettons-nous ensemble, parlons. Madame, pourquoi c'est si difficile? Je dis que moi, je suis démocrate. Le dialogue, c'est une des vertus cardinales de la démocratie. On est d'accord. Mais vous voyez seulement les positions du rassemblement. Je vous dis, ça prend quoi au pouvoir en place de cesser les poursuites contre M. Katumbi, de faire sortir, de libérer Diomi Ndongala, Muyambo. Mais Diomi a accusé des viols, c'est pas possible. Écoutez, madame, lorsque vous recevez avec pompe un monsieur qui s'appelle Jedon Kyungu, il a sémé la désolation au Katanga, ces gens ont violé les femmes là-bas, ils ont incendié des villages entiers, et je vois à la chaîne nationale que les autorités de ces pays l'ont reçu. Et d'ailleurs, il portait un t-shirt avec le fichier du chef de l'État. On a écrit un mot avec Swahili qui veut dire Oumela. Vous voulez que l'impunité s'éternise dans ces pays? Nous disons non. Voilà pourquoi nous devons nous mettre nous tous ensemble. Je le dis, et je le dis avec mon cœur, parce que c'est mon pays. Hein? Je suis Congolais de l'étranger. Vous savez ce que les Congolais de l'étranger représentent dans ces pays. Nous représentons un poids démographique et économique très important. Nous participons à la paix sociale de ces pays. Nous avons un mot. Quoique nous avons toujours été marginalisés. Et même dans ces dialogues, les services ont choisi leur diaspora, des menus frétins, qui ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. J'assume la paternité de mes propos. Pourquoi dans ces pays il faut toujours boutiquer, même s'il s'agissait des vrais débats de la nation, des débats de fond? Il faut que ça cesse. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais il faut un autre dialogue réellement inclusif. Vous allez aller en Angola cette fois-ci, parce que je crois que il y a l'Angola qui est aujourd'hui proposé pour en tout cas sortir aussi une fois de plus la RDC de cette crise, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Le grand DIC, peut-être ça se tiendra en Angola. Madame, pourquoi le Congo doit faire dépenser à la communauté internationale? Parce que vous vous entendez pas vous-même ici, vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord. Madame, vous savez, dans l'histoire de l'ONU, il n'y a jamais des contingents qui ont coûté beaucoup plus cher à l'ONU que les missions depuis l'ONUC, en 1961, MONUC et MONUSCO. Pourquoi je dis le pouvoir... Ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est qu'ils en tirent aussi profit. Écoutez, ça c'est un autre débat. Oui, mais ça s'arrange dans le cadre. Mais je dis, la majorité au pouvoir le sait très bien. S'ils veulent vraiment que les choses aillent de l'avant, qu'il y ait la paix, qu'il y ait alternance pacifique, parce qu'il faut qu'il y ait l'alternance, parce que le président Kabila ne peut plus se représenter, vous le savez. Quoique mon aîné que j'aime beaucoup, Vital Kamerhe, qui est parmi les porte-parole de l'opposition au sein du dialogue, il le sait pertinemment que M. Kabila ne veut pas
donner sa position. La Constitution est claire, il n'a pas la Constitution est claire. La Constitution est claire. Lorsqu'une attitude amène des morts, lui en tant que père de la nation, en tant que papa, lorsqu'il voit que ses enfants sont en train d'être tués, ça prend quoi de dire clairement que bon, je ne veux plus me représenter au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Nous continuons, mesdames et messieurs, nous prenons notre volet, la CENI, le dialogue. Comme vous le savez, Corneille Nangaa a réceptionné les kits pour les élections. Les élections se tiendront bien et bien en République démocratique du Congo. C'est simplement l'année, les dates qui posent un peu problème, mais je crois que ce sera en tout cas un des points saillants de discussion lors en tout cas de ce dialogue. Et puis évidemment l'inauguration du centre de médias. Plus de détails dans ce condensé. L'homme tient à superviser personnellement la réception des matériels commis à l'opération d'enrôlement. Tôt le matin de ce mardi, Corneille Nangaa était à l'entrepôt où s'effectue l'assemblage du conditionnement technique des kits. 2 premiers camions avec remorque de 40 pieds qui viennent avec le matériel, c'est-à-dire les kits bureautiques qui vont être utilisés dans chaque centre d'inscription déjà conditionné. Il y a les arrière-plans pour la qualité des photos et il y a bien entendu des trépieds qui servent justement au niveau des centres d'inscription. Dans chaque kit, vous verrez qu'il y a tous les matériels bureautiques, stylos, carnets, registres et bien d'autres matériels qui servent les fiches, ainsi qui accompagnent les fiches d'identification et les matériels. Ils vont être déployés à partir de ce soir. Le premier déploiement va se faire pour le reste des provinces de l'ancienne province de l'Équateur. Au total, 17 conteneurs du genre sont attendus dans les prochains jours, mais également d'autres kits, cette fois-ci des gros électrogènes. Au niveau de Mombasa, on nous dit qu'il y a aussi des bateaux qui viennent d'accoster, avec plus ou moins 4500 groupes électrogènes. Ils vont servir à la zone Est, au moment où nous attendons aussi les mêmes lois pour la zone Ouest. Mais à quand le démarrage effectif de l'enrôlement dans les autres provinces? Dans notre planification, aujourd'hui, on commence l'harmonisation de la formation ici et le déploiement des matériels. Parallèlement, donc, le déploiement de matériel va se faire en même temps que commence la cascade pour la formation. Une fois la cascade arrivée jusqu'au niveau des sites de formation, les agents formés et les matériels déployés permettront de lancer l'opération. Un processus qui, selon la centrale électorale, prendra plus ou moins un mois. En coupant ce ruban, le vice-président du CESAC ouvre officiellement les portes de ce centre des ressources pour les médias. À l'intérieur, vous y trouverez un studio de production audiovisuelle, un cybercafé, des machines d'impression, une salle de réunion et une bibliothèque. Situé au numéro 21 de l'avenue Niembo dans la commune de la Gombe, non loin de la haute cour militaire, ce centre se veut un cadre de travail, d'information, de rencontres et un espace de convivialité. Le centre de ressources pour les médias que nous inaugurons aujourd'hui est un projet destiné avant tout à recréer l'esprit de famille entre les membres de la corporation journalistique de la RDC. Le centre de ressources pour les médias est donc un espace de rencontre et d'échange entre professionnels de médias de tous bords et de tous âges dans le but de recréer cet esprit de corps et de faire prendre conscience aux journalistes qu'ils représentent effectivement un pouvoir, le 4e pouvoir dans une société démocratique, appelé à influer positivement sur la marche du pays. Le CRM est l'aboutissement d'un des projets contenus dans le programme de développement du secteur des médias d'Internews. Son représentant pays se dit satisfait de sa collaboration avec GED. Ce centre de ressources pour les médias est le 2e en RDC après celui de Bukavu. Ce, grâce également à l'appui de l'USAID. Loin d'être un don à GED qui ne fera qu'assurer sa gestion, la direction de ce centre est confiée à une personne dont la connexion dans le monde des médias et la probité morale dans ce domaine est avérée, en l'occurrence ici Désiré Baéré. Il est ouvert aux professionnels des médias mais aussi aux chercheurs, ce moyennant une carte d'abonnement.
Serge Ouello, il faut quand même l'admettre, Corneille Nangaa a un travail de titan, vu la grandeur, la superficie de la RDC, il se bat pour que tout le matériel soit déployé dans toute l'étendue de la RDC. Madame Kimuntu, j'avais conduit une délégation de Congolais de l'étranger l'année passée. Nous avons été très bien reçus par M. Corneille Nangaa, qui nous a confié une chose. Il nous a dit, M. Ouello, je n'ai que 45 ans. J'ai un avenir devant et non derrière. Je ne peux pas gâcher mon avenir à ne pas bien faire les choses. Sur le plan technique, je connais, c'est quelqu'un de très outillé. Il a de l'expérience dans le monde électoral. Mais je dirais à mon ami Nangaa que c'est la majorité au pouvoir qui va l'exposer. Qui va l'exposer contre le peuple. Vous savez, c'est pas à moi de vous rappeler que normalement le gouvernement Matata devait mettre de côté chaque année 250 millions de dollars. Après 5 ans, on devait avoir 1 milliard 250 millions de dollars. Alors lorsque un gouvernement qui s'est dit des surdoués, un gouvernement qui nous a construit un immeuble intelligent, malheureusement, je suis passé par là, je n'ai pas trouvé même le lieu où on met des poubelles. Hein. Je n'ai pas trouvé des corridors spéciaux pour les personnes vivant avec handicap. Je ne sais pas, lorsqu'on appelle, nous vivons, moi je suis résident permanent au Canada, à Londres et en France. Je vous dis, lorsqu'on parle d'un immeuble intelligent, ça c'est entre guillemets. Alors, vous savez, dans des pays sérieux, normalement le PGR, le procureur général de la République, au lieu de lancer des mandats contre le Franck Diongo, au lieu de chercher à arrêter le secrétaire général de l'IDPS, normalement, il devait enquêter pour mettre la main sur ceux-là qui n'ont pas voulu que les élections soient organisées à temps. Il a donné ses raisons, Matata Ponyo a quand même objectivement donné ses raisons, qu'il n'y a pas d'argent, on peut pas, en tout cas à l'impossible, nul n'est tenu, ils n'ont pas pu avoir tout cet argent-là pour organiser les élections. Madame, en 2011, parce que le président Kabila avait encore un autre mandat, il y avait l'argent, 85% du budget était sorti des fonds propres de la République. Bon, arrivé au deuxième mandat, parce qu'il n'a pas d'autres mandats, il n'y a pas l'argent. Madame, il faut cesser de tourner le Congolais en bourrique. Voilà pourquoi je dis dans des pays sérieux. Le Canada, la France, la Belgique, où j'ai vécu, où je continue à vivre. Normalement, le PGR devait ouvrir des enquêtes pour mettre la main sur cela. Parce que si le 19 décembre, le pays sombrait dans le chaos, c'est qui est responsable si ce n'est le gouvernement. Voilà. Vous vivez quand même à l'étranger, nous aimons quand même comparer, puisque le monde vit ainsi. Au Canada, par exemple, est-ce qu'il y a un organisme qui organise les élections, comme genre CENI, ou c'est le gouvernement qui est en place qui organise? Non, il y a un organisme comme la CENI. Au Canada. Oui, mais c'est financé par le gouvernement. C'est le gouvernement qui finance cette institution d'appui à la démocratie pour organiser les élections. Et un gouvernement qui se veut vraiment démocratique, qui veut respecter les valeurs de la démocratie, c'est parmi les priorités, parmi les premières épargnes. C'est mettre de côté de l'argent pour préparer les élections. L'alternance doit devenir une culture politique au Congo. Voilà pourquoi je dis que il y a encore à boire et à manger. Il y a encore de la pâte sur la planche du gouvernement central afin de servir du bon pain dans le panier de la ménagère du Congolais lambda. Lorsque vous me parlez de Matata, j'imagine lorsque nous parle de la maîtrise du cadre macroéconomique, alors que il y a une adéquation entre les indicateurs macroéconomiques du gouvernement Matata et les réalités socio-économiques de la population qui nous conduisent à une série de paradoxes. Aujourd'hui, le Congo est le dernier pays à l'échelle mondiale en ce qui concerne le PIB. Le plus important, ce n'est pas les chiffres, mais c'est le revenu. Le PIB, le produit intérieur brut par habitant par an. 400 $ pour chaque Congolais par an. Donc nous sommes les derniers pays au monde. Alors, en 2015, le rapport faisait de la RDC le dernier pays au monde. En 2016, le rapport fait des Congolais encore les derniers pays au monde. Mais vous voulez encore vous éterniser au pouvoir. Entre nous, maman,
Continuons quand même par rapport aux élections. Est-ce qu'en Afrique, nous réfléchissons comme intellectuels, est-ce qu'en Afrique, doit-on copier exactement tout ce qui se fait à l'extérieur? Parce qu'on se rend compte, peut-être en Afrique centrale, francophone surtout, qu'après les élections, il y a toujours des problèmes. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver peut-être d'autres mécanismes pour accéder au pouvoir? Moi, je pense que un état de droit démocratique, parce que c'est le choix de la population. Le peuple, après 32 ans de la dictature de Mobutu, le peuple s'est soulevé pour dire non, nous ne voulons plus la dictature, nous voulons la démocratie. Mais il faudrait maintenant travailler sur ce peuple. La démocratie, c'est un modèle. Moi, je suis démocrate. Moi, je ne trouve pas un autre régime ou un autre système politique meilleur que la démocratie. Mais sauf que... Peut-être un royaume, le Maroc, il n'y a jamais eu de problème. Un royaume, ça coule, la Belgique, ça coule, c'est un royaume. Peut-être doit-on revenir au royaume, ça sera moins dangereux, moins pesant pour l'argent de la République. Non, je ne pense pas. C'est le travail que l'élite congolaise doit faire. Nous avons opté pour la démocratie, mais il faut un travail, surtout au niveau de la population. Voilà pourquoi je dis toujours il y a impératif de transformer au préalable le peuple congolais en le peuple conscient de sa place, de sa mission dans le monde d'aujourd'hui et en Afrique. Lorsque je dis un peuple, madame, c'est pas une simple populace qui passe son temps, permettez-moi, à boire, à danser, à parloter même en langue, dans des églisettes qui pullulent partout dans le coin du pays. Lorsque nous disons un peuple, c'est un ensemble de citoyens conscients de leur citoyenneté, de leur responsabilité, madame. Alors, la démocratie, elle est là. Il faut vraiment travailler, transformer le Congolais en un peuple patron, peuple gendarme et gardien, jaloux de ses patrimoines. Le jour où le Congolais va atteindre ces niveaux, on va parler de la démocratie, mais le jour où il va savoir contrôler les gouvernants et les sanctionner, et la démocratie va marcher au pays. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, un autre condensé. Comme vous le savez, le secrétaire général adjoint de l'UDPS a été transféré à la prison centrale de Makala. Et nous allons parler dans ce condensé de la guerre sur la gestion de la primature entre Kamere et Mbika. Et comme vous le savez, aujourd'hui, Mbika est en train de tacler médiatiquement en Kamere. Il n'est vraiment pas pour ses prises des positions dernièrement. Et évidemment, la réaction de l'opposition par rapport à l'accord. Comme vous le savez, la primature est donnée, entre guillemets, à l'opposition. D'aucuns disent que c'est anticonstitutionnel parce que normalement, la primature revient, selon la Constitution, à la majorité qui a, en tout cas, la majorité à l'Assemblée nationale. Plus de détails dans ce condensé. La rumeur faisant de Vital Kamerhe le prochain Premier ministre, voilà la pomme des discordes entre les invités de l'émission Table Ronde. Pompengandou, cadre du Parti travailliste, et Billy Kambale de l'Union pour la Nation congolaise se sont renvoyés des couteaux sur un plateau muet en ring oratoire. Le premier round concernait la désignation d'un probable Premier ministre issu de l'opposition. Vous voulez devenir Premier ministre. Sur base de quoi? C'est quelle logique? Il a cité un parcours glorieux de Vital Kamerhe. Des cabinets ministériels en cabinet ministériel. On l'a recruté, c'est par rapport à son savoir-faire. Consultez ceux qui l'ont recruté, ceux qui l'ont engagé, ils vous diront c'est un homme brillant, très brillant. Le deuxième round a été axé sur le rôle du co-modérateur du dialogue. Le problème, c'est nous voulons qu'il y ait transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le président Vital Kamerhe, c'était modérateur. Mais là-bas, des fois, il tombe dans la confusion de genre. Il devient à la fois modérateur, porte-parole, chef de file de l'opposition. Il n'est pas chef de file de l'opposition. Vous dites que le président Kamerhe constitue des choses au téléphone. Mais, monsieur, moi, vous m'étonnez. Les réunions de l'opposition, ça se tient à GB. Et tout le monde est informé, y compris ton président. Il t'a dit qu'on ne l'informe pas, il a menti, t'as menti. Les discussions vont par la suite prendre des allures inquiétantes, d'où l'appel au calme du présentateur. Steve Mbika, il sait très bien que le président Kamerhe l'aime beaucoup. Parce que le président Kamerhe a un grand cœur, il accueille tout le monde. Mais nous sommes l'air dur. Nous rappelons toujours au président Kamerhe, fais attention à ces gens. Nous les connaissons depuis les 7 patrons au niveau de la DTP. Nous les connaissons. Ce qui s'est passé à Bekatef en 2011. Nous connaissons les 7 patrons. Ces gens-là, ils ne sont pas gérables. Il dit qu'Olenganko, il nous a chassé de la dynamique. John Lungu, là, qu'est devenu la dynamique? Tu peux me dire que la dynamique, elle existe encore?
Calumet de la paix fumée, les deux interlocuteurs vont se serrer la main, mais Dieu seul sait ce que peaufine les deux camps. Tout à fait. M. Bruno Tshibala a été transféré nuitamment aujourd'hui donc à 3 h du matin à la prison de Makala sans qu'il ne soit notifié des motifs pour lesquels il a été arrêté depuis le dimanche soir. Le secrétaire général du parti avait demandé à M. le procureur général de la République de libérer M. Tshibala dans les 48 heures. Les 48 heures se sont écoulées aujourd'hui. L'IDPS et les rassemblements sont en train de se concerter pour envisager des actions à mener sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on reproche à M. Bruno Tshibala? Il lui est reproché le fait d'avoir participé à la manifestation du 19 septembre de cette année. Je suis satisfait parce que, comme je vous ai dit, sur le processus actuel, il suffit de voir le plan de sortie de crise que j'ai défendu depuis le mois de janvier pour voir tout ce fait a été prédit. J'avais parlé d'une transition qui devait être pilotée par l'opposition et qu'on devait faire une espèce de ce que j'appelais une cohabitation de compromis. C'est ce qui va se faire. Alors, je suis satisfait de voir que à 95%, tout ce que j'avais déjà proposé arrive. Mais il reste à voir qui, dans notre temps, pourrait faire un bon Premier ministre. Je crois qu'on va s'entendre au niveau de la composante. Et je pense aussi que le chef de l'État pourrait aussi avoir un mot à dire par rapport à la personne qui pourrait travailler avec lui dans tout ce qui est études et dans la paix. Mais je crois que ce sera d'abord une question qui sera traitée au sein de la composante opposition. Maintenant, pour le dialogue, il reste d'abord qu'on signe l'accord, qu'on se met d'accord sur les dates, d'autres petits principes, notamment la responsabilité au niveau du gouvernement et tout ça. Et après ça, je crois que cette semaine, on pourrait, n'est-ce pas, signer l'accord. Il y a des questions qui me sont posées par rapport aux différents ou bien aux conflits qu'il y a au sein de la composante opposition. Là, j'ai dit, c'est normal qu'il y ait des conflits, qu'il y ait une compréhension. Cela prouve à suffisance que l'opposition est plurielle. Mais je suis persuadé que si les uns les autres veulent bien que la composante réussisse dans ces démarches, on pourrait arriver à faire un compromis pour respecter les principes démocratiques pour lesquels nous nous battons. Merci beaucoup. Merci à vous, John Ngila et Bobo Samba. Vous avez vu quand même la politique congolaise, c'est les personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la guerre autour de la personne de Vital Kamerhe. Et pourtant, si mes souvenirs sont bons, Vital Kamerhe dit qu'ils sont allés au dialogue, c'est pas pour le partage des gâteaux. Je m'en souviens. Ah, donc aujourd'hui, donnerait-il raison à ceux qui disent qu'il est allé là-bas pour avoir ce poste de Premier ministre? Madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous sens estomaqué de voir comment les Romains s'empoignent. C'est écœurant de voir que en 2006, lors des élections, que ce soit en 2011, c'est plus la bataille de personnes, c'est plus la bataille d'individus en lieu et place, la bataille d'idées. Il est temps de mettre en exergue la bataille d'idées. Ce dialogue-là, dans ma conception, moi je voyais partir au dialogue pour parler élection. Normalement, je donne aujourd'hui la raison aux opposants comme Martin Fayulu et Franck Diongo. Pour eux, on n'avait même pas besoin de ce dialogue. C'était un problème de tripartite entre le gouvernement, entre la majorité, l'opposition et la CENI. Quelques délégués, arrangements et puis c'est tout. C'est tout. Alors, simplement le calendrier qui était important. Quoique l'histoire de mon pays me renseigne que après chaque négociation, il y a toujours un gouvernement. Mais ils ont quand même donné leur raison. Je crois qu'ils ont donné raison. Ils disent qu'il faut un gouvernement parce que c'est ce gouvernement-là qui mettra, en tout cas, en branle les recommandations qui sortiront. Parce que si, par exemple, on donne des recommandations, comme vous l'avez si bien dit, que Matata Ponyo n'a pas réussi à organiser les élections, c'est pas après ce dialogue qu'il le fera. Donc, il faut un autre gouvernement responsable qui organisera les élections. J'avais suivi ces débats, l'élément qui vient de passer.
les deux camps. Personne n'a parlé de ce qu'ils vont faire une fois au pouvoir, de ce que Mikaï ou Kamere devaient faire. C'est plus, ils sont allés même sur des considérations personnelles, la vie privée des gens. Moi, je trouve que c'est la honte. Il est temps d'éradiquer cette mentalité, d'extirper les fourches codines du paysage, de l'horizon du paysage politique congolais. C'est une honte quand nos voisins observent ce qui s'est passé. Moi, je pense que, certes, la politique, c'est l'art de conquérir, d'exercer, de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Mais les autres disent aussi que la politique, c'est un jeu de poker. Ça passe ou ça gagne. Ça passe ou ça casse. Mais je pense que, à voir comment le Congo a souffert, les Congolais ont souffert à l'est du pays, plus de 6 millions de morts, un pays qui a connu un génocide non encore reconnu par la communauté internationale, c'est battre autour des personnes et non autour des idées. Moi, je suis déçu de ces débats et je trouve que Vital Kamerhe, c'est un grand frère avec qui je m'entends bien, que ce soit Mikaï, ce sont mes aînés au niveau de l'opposition. Ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte d'envoyer des porte-paroles qui doivent se tirer comme ça devant l'opinion tant nationale qu'internationale, sans pour autant présenter un programme clair aujourd'hui ou si demain. Bon, je pense que ça ouvre un peu la voie. Je ne sais pas si vous avez suivi, en tout cas, le débat en France sur les primaires à la droite. C'est ce que veut peut-être Moïse Katumbi aussi. Il a dit qu'il faut un primaire pour l'opposition pour sortir un candidat. Déjà pour la primature, vous voyez comment les gens s'y tuent. Alors on se pose la question si ça sera capable au sein de l'opposition de sortir un candidat unique pour, en tout cas, les élections qui se pointent à l'horizon. Est-ce que ça sera capable, la deuxième question, de tenir des débats sereins entre vous, politiques? Je sais que c'est un exercice difficile, connaissant la culture politique congolaise. Je sais qu'on s'est fâché, lorsque Abdoulaye Wade avait dit que le politicien congolais n'a pas de culture politique, on s'est fâché, mais c'est une réalité avec les scénarios, les scènes qu'on est en train de vivre. Mais je pense qu'on est arrivé à un certain niveau, vous avez vu, nous, au niveau du rassemblement, cette harmonie, cette cohésion, qui pouvait imaginer aujourd'hui voir le président Moïse Katumbi à côté du président Etienne Tshisekedi. Mais où est la dynamique, comme l'a posé si bien Billy Kambale? Où est la dynamique aujourd'hui? Puisqu'on a chassé Fayoulou, qui était votre ex-patron, si je me permets l'expression. Mais mon ex-président. Mon ex-président. Oui. On en est où avec la dynamique? Chaque fois qu'il y a quelque chose, vous cassez, vous recommencez. C'est le bal de chauve. C'est le bal de chauve. On commence toujours par un grand groupe, mais avec le temps, avec l'expérience. Mais quand le matin va arriver, le bal de chauve, on l'a vu maintenant, les gens qui sont chauves aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va continuer dans cette discipline, et c'est la survivante, comme l'a dit le darwinisme, c'est la survivance des plus aptes, même au niveau de l'opposition. Donc, naturellement, et le Dieu du Congo va confondre ceux-là qui viennent à l'opposition pour nous infiltrer et pour aller chercher la part du gâteau. Malheureusement, je pense que s'il y a même un Premier ministre issu de cet accord politique, il va me faire penser à l'ancien Premier ministre, le général de Koulia, le dernier Premier ministre de Mobutu. Parce que ce gouvernement, avant de passer à autre chose, accordez-moi quelques minutes. Le transfert de Chiban, comment il s'appelle encore, du secrétaire général adjoint de Bruno à la prison, de Makala. Quelle est votre lecture de cette arrestation? Parce que une certaine opinion pense que c'est une justice à deux mesures, parce qu'il n'y a pas eu que les sièges de l'opposition qui ont été brûlés, il y a aussi des sièges du pouvoir, des partis politiques qui ont été brûlés. Pourquoi seulement arrêter ceux de l'opposition? Exactement. Voilà pourquoi on dit que la justice élève une nation, madame. La justice congolaise, le nœud du problème dans ce pays, c'est l'absence de la justice. Une justice indépendante, madame. Imaginez, on a vu des jeunes gens qui se sont déclarés clairement de la majorité présidentielle passer devant les médias pour dire qu'il y aura coup pour coup
pour insulter le président du Conseil des sages du Rassemblement, M. Tshisekedi, les traités de sorciers. Tout ça, il y a eu l'honorable Franck Diongo, qui a eu à déposer aussi une plainte auprès du PGR contre les gens là qui ont fait des déclarations incendiaires. Mais jusqu'à ce jour, le PGR n'agit toujours pas. Le PGR, je ne sais pas s'il a classé ces dossiers dans les tiroirs. Vous savez, ces jeunes gens dont je parle, je ne veux pas citer leur nom. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps de tourner en rond. Nous pensons que ce peuple n'est pas bête, hein. Le Congolais est devenu majeur. Il voit tout ça. Il va se dire, Bruno Tshibala, transféré à la position de Bakala. Mais ceux-là qui ont eu à tenir des propos scandaleux, et la nuit, c'est les sièges des partis de l'opposition qui sont incendiés. Ils sont libres. Et quand je vous dis qu'après le 19 décembre, si ce peuple se disait, voulait se faire justice, ne soyez pas étonnés, madame. Nous poursuivons, nous prenons la radiation de M. Sami Badibanga. Comme vous le savez, M. Sami Badibanga n'est plus, en tout cas, le président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Et évidemment, l'élévation de l'ancien premier vice-président Zaïd Ngoma au rang de chevalier de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Pour raison d'ordre d'éthique et de discipline, l'Assemblée plénière du groupe parlementaire UDPS et alliés s'est saisie de cas de ce membre qui, par esprit d'aventure, malicieusement nuisent à l'honneur et à la dignité du groupe, brillant par leur déviationnisme en servant des causes occultes et le statu quo pendant que, prestement, la nation congolaise s'engage dans le schéma irréversible du changement et de l'alternance. Ainsi, pour mieux assurer son avenir politique, le groupe parlementaire UDPS et alliés, siégeant à l'Assemblée plénière, à l'unanimité de ce membre, s'est résolu 1. De la suspension des honorables Sami Badibanga Tita et Ami Amatobe Nyongolo du groupe parlementaire UDPS et alliés, et par conséquent de leur déchéance des fonctions respectives, le président et le rapporteur adjoint du groupe. 2. De la configuration de son bureau qui désormais se présente comme suit. 1. Président, honorable Fabien Moutombe. 2. Premier vice-président, honorable Jean-Claude Vouemba. 3. Deuxième vice-président, honorable Papi Nyango. 4. Rapporteur, honorable John Kolela. 5. Rapporteur adjoint, honorable Léon Moubikai. Regagner Kinshasa ce jeudi, la dépouille mortelle de Zaïd et Arthur Ngoma a été exposée ce jour au Palais du Peuple pour une cérémonie officielle organisée afin de lui rendre les derniers hommages. Présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila, cette cérémonie d'hommage a connu la présence de plusieurs hautes personnalités du pays, notamment les présidents de 2 chambres du Parlement, le chef du gouvernement et tant d'autres. Ainsi, pour des loyaux services rendus à la nation congolaise, le vice-président honoraire, ce devant le membre de sa famille biologique et même politique, a été élevé à titre posthume au rang du grand officier de l'ordre national des héros nationaux. Monsieur Arthur Zaïd Ngoma, au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. S'en est suivi les dépôts de germes et de fleurs et recueillements devant la dépouille de Zaïdi par le personnalité, ceux en attendant l'enterrement au cimetière nécropole entre ciel et terre où il reposera à jamais dès ce samedi.
Serge Ouello, il y a quand même une certaine confusion, même dans le net. Nous essayons d'expliquer aux gens que M. Zaïd Ngoma n'est pas héros national, mais qu'il a eu simplement le médaille du titre des héros nationaux Lumumba et Kabila. Comment les gens ne parviennent pas à comprendre ce concept-là? Je pense qu'il faut communiquer. Il faut communiquer. Il y a, comme on appelle le service de la présidence, les chancelleries, les ordres nationaux. Je pense qu'ils doivent avoir une cellule de communication pour communiquer avec le Congolais tant de l'intérieur que de l'extérieur, pour expliquer. Parce que Zaïd n'est pas un héros national. Non, il n'est pas héros national. C'est juste une médaille. Hein, une médaille qui s'appelle ordre de héros national. Voilà quoi. Donc il n'est pas héros national. Parce que nous avons... Ça crée vraiment de la confusion parce que les gens me posent la question. Papa avait reçu la même médaille. Oui, donc c'est pas héros national, mais c'est juste le nom de la médaille. Voilà pourquoi je profite pour... Est-ce que vous avez gardé quelque chose de Zaïd Ngoma, un souvenir? Il était aussi en France, je ne sais pas si vous habitez là-bas, est-ce que vous l'avez connu en France? Qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir? J'ai connu Zaïd Ngoma ici avant de voyager, avant de quitter le pays. Dans ses premiers pas en politique, il était revenu de la France. J'avais entendu parler d'un certain, j'étais encore très jeune, d'un certain Zaïd Ngoma, et quand je l'écoutais, c'est quelqu'un qui avait de l'expression, c'est quelqu'un qui savait réfléchir, et quoi dire de plus, paix à son âme. Vous savez, dans nos us et coutumes, un mort devient saint, voilà. Par rapport quand même à la radiation de Sami Badibanga, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche, vous qui êtes du rassemblement? Que reprochez-vous à Sami Badibanga? Simplement d'avoir participé au dialogue? Écoutez, madame, moi je fais partie de ce groupe parlementaire UDPC à Lille. Pourquoi? À l'époque, hein, quand vous étiez encore député. Sur le plan national, je ne suis pas député, mais sur le plan international, après la décision de l'UUP, je suis reconnu parce qu'ils ne reconnaissent pas mon invalidation. Voilà pourquoi j'ai dit je suis toujours... Est-ce que vous touchez vos émoluments? On va rentrer à Sami Badibanga, restons un peu sur ce point-là. Oui. Est-ce que vous touchez vos émoluments? Écoutez, l'Union parlementaire, après avoir effectué 2 missions ici, avait décidé le 24 octobre 2012, l'Union parlementaire elle avait reconnu l'arbitraire sur notre invalidation. Elle avait demandé à l'État congolais, lors d'une résolution au Canada, de réparer les préjudices subis par les 32 députés. D'ailleurs, je suis le porte-parole du groupe G32, groupe des députés, les 32 députés arbitrairement invalidés. Jusqu'à ce jour, je vous dis, vous savez, nous avons siégé, hein, nous avons siégé pendant 3 mois, 4 mois. Vous savez, si on devient ministre, même après 3 mois, vous n'êtes plus, vous aviez droit aux frais d'installation, aux indemnités de sortie. Jusque-là, nos frais d'installation, on n'a reçu que 2 mois sur 6. Les indemnités de sortie, on n'en a pas. Il y a des collègues invalidés qui sont venus de l'intérieur. Ils triment ici. Ils sont malades ici. Ils triment ici. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Alors que le comité des sages de l'Assemblée nationale avait émis un avis favorable auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour régler cette affaire. Même le président du Sénat, honorable Kenwa Dondo, Léon, avait écrit aussi à son collègue président de l'Assemblée nationale, honorable Omer Minakou. Le président Omer Minakou nous avait reçus à plusieurs reprises, mais lui, il nous dit que lui, il gère 500 députés et non 532 députés. D'où il faut écrire au gouvernement, parce que c'est l'image de la nation qui est ternie. Alors, à cause de la fameuse Cour suprême de justice à l'époque, qui faisait office de la Cour constitutionnelle dans les contentieux électoraux. Alors, jusqu'aujourd'hui, malgré la pression de l'Union interparlementaire, rien ne bouge. Mes collègues, quand j'étais dernièrement en Grande-Bretagne, mes collègues sont allés même jusqu'au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont fait une grève de faim toute la nuit jusqu'au petit matin. Rien ne bouge. On attend le gouvernement Matata. Mais normalement, pour ce qui est des droits acquis, hein, les droits acquis, cela veut dire les restants de nos émoluments, les frais d'installation et de sortie, ça devait provenir de la caisse de l'Assemblée nationale. Je pense que le président Omer Minakou est en train de me suivre. C'est un juriste de formation, un magistrat de carrière et de surcroît président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc il ne peut pas ignorer les résolutions d'une autre grande institution, plus grande que l'APF, qui est l'Union interparlementaire, qui est les Nations Unies des parlements. Vous donne encore envie de postuler pour la nouvelle législature, Serge Ouello?
Toujours envie d'être député national, malgré écoute, tout ce que vous avez vécu. Je pense que ma vie en politique, c'est une vocation. Je me sens investi d'une mission dans mon coin, à Moamba, à Kingabwa, pour faire quelque chose. Parce que je suis chrétien, je ne veux pas que, quand je vais arriver à l'au-delà, que le Seigneur me pose la question, qu'as-tu fait de tes frères et sœurs? J'ai été élu, tout le monde le sait. J'ai été arbitrairement invalidé et la communauté internationale a reconnu cela. Je reviens ici quelquefois pour entretenir ma base. Nous sommes quand même un des rares acteurs qui ont la base, et ici à Kinshasa, et dans la diaspora congolaise. J'essaie de faire le deux. J'entretiens toujours ma base à Kingabwa et je profite de l'occasion pour saluer mon collègue qui fut mon challenger lors des élections de 2011, Gérard Jekoko Moulumba. Tu es libre, j'ai sabré du champagne hein, parce que ton dossier était vide et monté de toutes pièces. On est ensemble. Par rapport à la radiation de Sami Badi, on y revient à la guerre des personnes, tout simplement parce qu'il a participé au dialogue que vous le radiez de ce groupe parlementaire? Non, écoutez. Mais lorsque vous représentez un groupe, vous devez recevoir le mandat des autres collègues. Mais dans le cas, dans le cas de l'honorable Sami Badi Banga, la majorité des députés qui constituent le groupe parlementaire UDPS et alliés ne l'ont pas mandaté à ce dialogue. Est-ce que l'UDPS elle-même ne l'a pas mandaté? Non, écoutez. L'UDPS, ne parlons pas des alliés. On parle du groupe. Non, revenons. Vous avez dit que le rassemblement, le groupe parlementaire ne l'a pas mandaté. Ses alliés ne l'ont pas mandaté. Mais revenons à l'UDPS. Est-ce qu'il n'y a pas un deal avec l'UDPS aussi? Non, moi je ne représente pas l'UDPS. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, d'ailleurs, la majorité des collègues qui sont dans le groupe parlementaire UDPS sont avec nous au rassemblement. Les honorables Papinyango, Martin Kabouya et Jean-Claude Mouva, mais les autres. Vous savez que quand on parle... Moi, j'ai fait partie de la... Je suis un des fondateurs de ce groupe parlementaire au début, à l'Assemblée nationale, IDPS alliés. Vous savez, lorsqu'on parle des alliés, il y a Jean-Claude Mouva, il y a l'honorable Martin Fayoulou, il y a l'honorable Paula. Voyez-vous, les trois députés nationaux mandatés, Sami Badi Banga, honorable Sami Badi Banga, à ces dialogues que nous considérons comme un monologue? Non. Donc il devait être juste honnête vis-à-vis de ses partenaires du groupe. Donc moi, si je faisais encore partie de ce groupe, je dirais que j'allais aussi opter pour la position de ceux-là qui viennent d'émettre honorable Sami Badi Banga. Et personnellement, je soutiens l'honorable Fabien Mouton, le nouveau président de notre groupe parlementaire UDPS et alliés. Nous allons terminer, mais je vous pose quand même la question. C'est vrai que la diaspora, nous qui sillonnons les nets, j'assume, dites que vous ne le représentez pas. Qui vous a mandaté, Serge Ouello, pour représenter cette diaspora ici en RDC? Vous avez reçu mandat de qui? Écoutez, moi, personnellement, je dis, comme l'avait dit John Kennedy, il ne faut pas attendre ce que l'Amérique doit faire pour vous. Il faut se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Amérique. Jusque-là, la diaspora est plurielle. Il y a plusieurs organisations. C'est difficile de fédérer tous les Congolais. C'est impossible même de mettre tous les Congolais du Canada ensemble. Mais je représente une organisation qui est Diaspora congolaise de partout, reconnue au Canada, avec des succursales à l'étranger. Donc, la partie de ces Congolais de l'étranger qui croient en moi, qui croient en mon leadership, me mandate. Parce que c'est actuellement impossible de mettre tous les Congolais de la diaspora ensemble. D'ailleurs, alors comment ça va se passer les élections? Parce que je sais que le vice-ministre a quand même réussi ce pari et la CENI, en tout cas que cette fois-ci les Congolais de l'étranger vont voter. Mais si vous parvenez même pas à vous constituer en plateforme et à mettre tout le monde ensemble, ça va se passer comment ces élections cette fois-ci? C'est une question pertinente, Madame Kimoutou. Lorsque vous dites que la CENI et le vice-ministre, vous oubliez l'origine. Moi, j'ai participé aux concertations nationales en tant que délégué de la diaspora. Et la résolution... l'erreur qu'on a, on oublie souvent qu'il y a eu des concertations, donc c'est passé dans les oubliettes. Donc vous êtes allé aux concertations, vous avez parlé de ça? Nous avons parlé de ça. Nous sommes sortis des concertations nationales avec 9 résolutions en faveur des Congolais étrangers. Entre autres, le droit constitutionnel de vote. Alors, le gouvernement de cohésion nationale, c'est l'émanation des résolutions des concertations nationales. Donc, il faut un autre gouvernement qui sera l'émanation du dialogue. Non, écoutez, ça c'est un autre sujet. Je profite pour expliquer que le délégué de la diaspora concertation nationale, où j'étais le porte-parole de la diaspora, nous sommes sortis, nous avons abattu un grand travail
par rapport à ceux qui sont au dialogue. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils sont là en cachette, ils sont incapables de sortir, d'assumer, comme Sergio l'avait assumé, porte-parole de la diaspora lors de concentration. Nous sommes sortis avec une résolution clé, le droit des Congolais de vote, que le vice-ministre Boyamba et le gouvernement se sont battus pour que ça se retrouve dans la loi électorale. Voilà, madame. D'ailleurs, la diaspora congolaise ici est présente avec nos collègues de la Grande-Bretagne, Jean Boumanga, Gauthier Mato. Nous organisons du 11 au 12 novembre le conclave de la diaspora congolaise. Pourquoi? Les groupes politiques, les plateformes politiques ont organisé leur rassemblement, leur congrès, sauf la diaspora. Et j'ai profité de l'occasion pour lancer les messages à tout Congolais de l'étranger, partout où ils se trouvent, au Congo, aux États-Unis, comme en Afrique du Sud. Vous allez être tenus informés des modalités pour participer. Il y aura des Congolais qui vont venir de partout et des Congolais de l'étranger en séjour à Kinshasa ici. Donc du 11 au 12 novembre, vous serez invités, Congo sera invité. Nous aurons 2 jours de travail pour donner notre position par rapport à la situation politique et socio-économique du pays. Nous allons terminer avec le volet social parce que tout n'est pas que politique. Nous allons terminer par la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort et la journée du lavage de mains et évidemment la réaction d'un cardiologue par rapport à l'AVC. C'est un acte apparemment banal, mais d'une importance capitale pour la santé. Avec son thème national, choisir le lavage des mains, c'est choisir la santé, le gouvernement congolais a focalisé la célébration de la journée de lavage des mains sur la jeunesse. Nous sommes cette jeunesse sur laquelle la nation compte pour son émergence. Mais plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour en arriver, entre autres, et même dirions-nous, principalement la santé. L'élève étant normalement la couche la plus représentative de cette jeunesse et malheureusement la plus vulnérable. Voilà pourquoi nous saluons aussi le programme national Village et École à Séni, un programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par l'UNICEF qui veille à travers les villages et écoles sur les bonnes pratiques en matière d'eau, hygiène et assainissement. Occasion pour la représentante de l'UNICEF de dresser les tableaux des cas de décès dus aux maladies de mains sales. On le sait, les enfants sont les premières victimes du monde dans ce domaine. Et je vais vous donner un chiffre qui fait un peu peur. À travers le monde, 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année des maladies des mains sales. Ça représente environ 200 enfants par heure. Le simple fait de se laver les mains, comme les enfants nous le montraient tout à l'heure, peut réduire en effet de plus de 40% de l'incidence sur la diarrhée chez les enfants et plus de 25% de l'infection respiratoire aiguë. Ce n'est pas suffisant, mais c'est critique. Une compétition sur le lavage des mains entre élèves des écoles invités à cette cérémonie a clôturé la manifestation. La Palme est revenue au lycée Marie-Madeleine. Il s'agit de la 14e édition de cette célébration dédiée à la sensibilisation afin de rendre effective l'abolition de la peine de mort à travers le monde. Une journée de réflexion en RDC sous l'initiative de l'ONG Culture pour la Justice avec les experts en la matière. Le pays de Joseph Kabila connaît certes des avancées dans ce domaine, mais ne se dit pas encore disponible d'abolir la peine capitale, moins encore de transformer le moratoire de fait sur la question en celui légal. Nous avons gelé cette démarche qui était déjà initiée au niveau du ministère à la suite des atrocités actuelles dans nos provinces comme Béni. Nous pensons que notre population ne va pas comprendre. La démarche, effectivement, c'est d'arriver à l'abolition en passant d'abord par une étape de moratoire légal qui ferait que on ne pourrait pas interrompre à tout moment, puisqu'il faudrait, à ce moment-là, il y aura une loi. Mais nous avons décidé que ce moratoire légal, on ne va pas présenter le dossier pour le moment. Du côté des abolitionnistes, notamment la coalition contre la peine de mort, l'on ne désespère pas et l'on brandit plutôt les différentes actions à mener pour arriver à une abolition de la peine capitale au pays. La mise en place et le soutien du réseau des parlementaires contre la peine de mort. La création d'un réseau des avocats
contre la peine de mort. La conscientisation de la jeunesse à travers notamment le programme éduqué à l'abolition. C'est ainsi que la CPJ a pour se faire lancer en marge de cette commémoration la 3e édition du concours dénommé « Dessine-moi la peine de mort ». Pour cette année, 2 écoles sont concernées en RDC, Sainte-Famille et Académie de Beaux-Arts. Accident vasculaire cérébral, ça un AVC. Donc, ça se passe au niveau du cerveau. Vasculaire, ce sont les vaisseaux du cerveau qui sont malades. Quels sont les facteurs de risque pour que la personne puisse faire un AVC? Et voilà. Donc, le premier facteur de risque que nous connaissons aujourd'hui, même dans la littérature internationale, c'est l'hypertension artérielle qui pourrait se compliquer lorsque cette hypertension est prise en charge de façon incomplète ou même pas. Il n'est pas prise en charge, la personne peut se réveiller avec une crise, comme on dit en termes généraux comme ça, une crise ou un accident vasculaire cérébral. Il faut éduquer la population en ce qui concerne leur alimentation, de manger moins calorique, c'est-à-dire les excès de sucre, les excès de graisse, tout ça, le repas copieux le soir, les excès du sel. Il faut plutôt manger comme les Américains. Les Américains, ils mangent très bien le matin, à midi, ils mangent léger, et puis le soir, ils peuvent prendre une salade ou du thé, et tout simplement, ils vont dormir comme ça. De l'autre côté, vous avez évoqué le stress. Bon, c'est vrai que nous sommes dans le monde qui va mal, il faut le dire, hein, que si on n'arrive pas à maîtriser ces situations, donc on est tout le temps sous tension, on est tendu. Alors s'il y a de l'hypertension, donc ça ne peut que comment dire, ça ne peut que influencer sur le traitement de l'hypertension et que le traitement, la tension ne soit pas très bien équilibrée parce qu'il y a des facteurs exogènes de l'extérieur et tout ça qui font qu'on a de la peine à équilibrer cette tension. Éviter le stress, c'est un peu difficile, donc ça c'est vraiment... Serge Wello, c'est quand même assez difficile pour cette population paupérisée, comme l'a si bien dit ce médecin, manger moins salé, moins gras, moins sucré, pas trop manger le soir, mais avec nos horaires compliqués et tout ça, l'AVC c'est quand même vraiment le cancer du 21e siècle. Hein. Oui, l'AVC, j'en sais quelque chose parce que j'ai perdu un grand frère au Canada l'année dernière. Et voilà pourquoi il y a eu aussi un groupe des Congolais de l'étranger venus de la Belgique. Nous avons ensemble organisé une journée de sensibilisation sur l'AVC. La salle de la conférence du ministère des Affaires étrangères était pleine à craquer. On avait invité les médecins qualifiés, les médecins congolais. Ils ont fait très bien leur travail et en plus, il y a eu des prises de tension gratuites pour tout le monde qui était là. Normalement, les organisateurs devaient attendre une petite enveloppe de la part du vice-ministère de Congolais de l'étranger, parce que c'est le ministère de tutelle de Congolais de l'étranger. Jusqu'à ce jour, ça ne s'est pas fait. Voilà pourquoi, madame, avant de conclure, je dis que, permettez-moi l'expression, il faudrait en quelque sorte introduire un nouveau logiciel dans nos cerveaux, nous Congolais, afin de nous amener à adopter un comportement nouveau. C'est le comportement du développement. C'est ce comportement, madame, qui, par exemple, va pousser les gouvernants à faire de sorte que chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ces caisses et n'en sorte que pour ses vraies créances. Le jour où nos gouvernants vont atteindre, la classe politique va atteindre ce niveau de la moralité de la gestion de la chose publique, vous verrez que le pouvoir politique et son soubassement économique cesserait d'être un instrument de domination, d'enrichissement ou d'exploitation pour devenir un fardeau, un apostolat, un service quasiment désintéressé. Lorsque l'ensemble de la classe politique va atteindre ce niveau d'éthique administrative, vous verrez que demain, s'il y a élection, il n'y aura plus 18 500. Par rapport à la peine de mort, quand même, quelle est votre idée par rapport à ça? Doit-on l'abolir complètement en RDC? Je suis pour l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Surtout pour une justice qui
qui a des sérieux problèmes. La justice congolaise, à ces niveaux, a accepté continuer avec la peine de mort. Il y a quand même un moratoire hein, par rapport à ça. Oui, mais par rapport à ça, voilà pourquoi il faut l'abolir. S'il faut mettre des gens en perpétuité en prison, je suis d'accord. Mais avec... même s'ils commettent des atrocités, ils commettent vraiment d'atrocités qui poussent aux gens de dire vraiment ce qu'il a fait, il doit mourir. Madame, la mort, tuer quelqu'un, c'est pas la solution. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez sur une chaise électrique. Il avait, par exemple, violé et tué 50 femmes. Vous facilitez, vous le facilitez, il va mourir, c'est rien. Est-ce que ça va changer? Non, je ne pense pas que ça va changer la société. Et moi, je suis pour l'abolition de la peine de mort, surtout dans la situation, dans l'état de la magistrature congolaise actuelle où il y a difficulté de combattre la corruption et l'impunité. Nous allons quand même pas terminer. Vous êtes un Congolais de l'étranger. La question quand même, j'aimerais bien vous la poser. Entre Trump et Hillary Clinton, quel est votre candidat? Vous préférerez qui cette fois-ci pour les États-Unis? Parce que vous ne le voulez pas, les États-Unis, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis. Ça impacte partout dans le monde. Pour vous, quel est votre candidat? J'ai toujours été de gauche, cela veut dire je suis démocrate et je tiens à la promotion de la femme. Hein, et je tiens aussi à la parité, ne vous en faites pas, entre hommes et femmes. L'élection dernière, nous avons vu un métis devenir président de la République, parce que les gens disent noir. Pourquoi il serait noir et non blanc? Parce que c'est leur loi aux États-Unis. Voilà. Quand on a une goutte de sang noir, on est noir. Donc c'est la loi américaine. Accéder à la magistrature supérieure aux États-Unis, j'aimerais aussi voir une femme atteindre ces niveaux au niveau des États-Unis. Le monde change. Vous comprenez? Et sur le plan idéologique, je suis démocrate et j'ai toujours défendu les valeurs de la démocratie. Vous aimeriez aussi voir une femme à la tête de la RDC? Pourquoi pas? Je dis toujours peut-être que le jour où on aura une femme, il y aura moins de mal. Voilà pourquoi au Canada, surtout là où j'ai vécu, je continue à vivre aussi, la plupart des postes de clés sont tenus par les femmes. Et les femmes serrées, assez rigoureuses, assez honnêtes que les hommes, selon certains. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Serge Owelo d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci aussi à toute l'équipe technique, merci à toute la rédaction de Congo Web Télévision qui participe, comme vous le savez, en tout cas à cette émission, parce que ce sont les éléments de nos reporters qui est la colonne vertébrale d'Info7. Donc merci à tous les reporters de Congo Web Télévision, merci à toute l'équipe technique, à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et bien nous nous retrouverons avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.